Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes au pays des trois frontières puisque nous allons pédaler au départ de Hombourg à quelques kilomètres à peine des Pays-Bas et de l'Allemagne. Histoire, chemin de fer et exploitation minière ont marqué la région de leur empreinte. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Pas le moindre doute, inaugurée le 2 octobre 1895, la gare de Hombourg est un exemple type des anciennes gares rurales belges, avec sa maison du chef de gare et ses ailes accueillant les passagers. Fermée en 1962, elle a servi de magasin de fruits, légumes, foin et charbon avant d'être abandonnée puis restaurée. L'hôtel des voyageurs qui lui fait face a lui aussi connu une seconde jeunesse, apportant au site un doux parfum de charme et de nostalgie. À quelques hectomètres de là, ce sont des effluves d'un tout autre ordre qui s'évaporeront. Audrey de Grange, bonjour, vous êtes journaliste à Védia, c'est charmant, ce village de Hombourg. On y trouve même une microbrasserie. C'est une des plus anciennes qui est en Wallonie. Oui, tout à fait. Alors j'ai choisi la brasserie Grain d'Orge parce que c'est avant tout l'histoire en fait d'un homme, celle de Benoît Jeunel. Alors Benoît, il est brasseur depuis quasi toujours. Il a d'abord commencé à brasser à la brasserie Piron à Aubel. Et puis il a décidé en 1997 de racheter en fait le pub qui se trouve là-bas à l'entrée. Alors il en a fait un endroit très convivial où les gens aiment vraiment bien se retrouver. Mais l'envie quand même de brasser le démangeait. Donc en 2002, il a décidé de recréer sa microbrasserie. Et alors, évidemment, ces bières ont un tel succès qu'il a fallu déménager. Et c'est donc ici, dans la ferme familiale, en 2008, qu'il a décidé de venir. Il brasse une sacrée variété de bières. Oui, tout à fait. Donc, on a les produits phares, c'est la Brice et la Joupe. Mais Benoît brasse aussi à façon. Et alors, peut-être la plus insolite bière qu'il ait dû brasser, en fait, c'était une bière à la carotte. Brice et Joupe, vous en avez parlé, c'est un bel hommage au village. Alors tout à fait, parce qu'il faut savoir que Brice et Joupe, en fait, ce sont deux harmonies, deux salles, deux quasi-sociétés ou confréries. Alors le sujet est quand même un petit peu tabou, parce que c'est quand même une saine rivalité qu'il y a eu, mais au fil des époques, il y a quand même eu de la haine aussi. Mais maintenant, on ne peut pas dire que Hombourg existe sans ces deux sociétés, parce que ça met vraiment la convivialité et le folklore au rendez-vous. Benoît aurait pu vivre en vase clos, c'est pas du tout le cas. Il ouvre toutes grandes les portes de sa microbrasserie. Ah oui, complètement. Et donc maintenant, il ouvre chaque samedi à 16h30. Alors on peut déguster ici deux fois et on le fait au pub en fait. Donc c'est assez sympa. C'est une visite qui dure 45 minutes, mais on a mis Benoît au défi de la résumer en 2,15. Regardez. Bonjour, bienvenue à la brasserie Grain d'Orge. Nous nous trouvons ici dans le cœur de la brasserie. Nous terminons le premier brassin de la journée. Voilà les résidus solides qui nous restent. On va les amener pour le bétail, c'est ce qu'on appelle les drèches. Les drèches, c'est le début de la bière et finalement, voilà, ici se trouvent nos différents produits avec les ingrédients nécessaires à la fabrication. Pour commencer, peut-être visuellement, voilà les différentes bières que nous fabriquons au nom de la brasserie. Et puis ici, un petit clin d'œil avec la dernière, qui est une de nos bières à façon. Au niveau des ingrédients, on va commencer par le plus important. C'est celui avec lequel on a commencé journée. C'est ce qu'on appelle le malt. C'est ce qui va nous donner le sucre nécessaire à assurer une fermentation alcoolique, puisque c'est quand même un petit peu là-bas, c'est d'avoir de l'alcool au niveau de la bière. Actuellement, le mou est en cuve d'ébullition. On y rajoutera le houblon et les épices et on sera déjà bon pour la première fermentation. La première fermentation est pratiquement terminée. On voit qu'il y a encore un petit peu de CO2 qui s'échappe. Juste petite vérification pour me dire qu'en effet, ce sera impossible à mettre en bouteille. Il va falloir mettre ça au froid, de telle manière à clarifier le produit avant la mise en bouteille. On est au soutirage. Nous allons employer toujours des bouteilles neuves, les remplir, capsuler directement, après quoi nous allons pouvoir mettre soit en casier, soit en carton, une bière que nous allons devoir encore remettre en chambre chaude pour assurer la refermentation. Voilà, on arrive à la fin de la visite et on va conclure par la dégustation, sûrement le moment le plus attendu. La brune est déjà servie et la blonde arrive tout de suite, donc ce sont nos deux bières principales, Brice et Joupe. Ici, je vous montre ce que nous allons faire le plus souvent, mais à côté de ça, il y a toute une gamme de produits que l'on va différencier par les ingrédients, que ce soit le malt, le houblon, les épices.
Et ces différentes bières font peut-être la caractéristique de notre brasserie, à savoir vraiment regarder très large, essayer de choses de temps en temps même expérimentales. Je vous ai tout dit, il me reste une chose à faire. Je vous invite à venir nous voir et peut-être à déguster un verre ensemble. Lorsque vous retrouverez le tracé de l'ancienne ligne 38, c'est d'histoire dont vous vous enivrerez. Ainsi, l'étrange tranchée dans laquelle vous vous engouffrerez n'est autre que l'ancien tunnel de Lachet, témoin du premier signe de la Première Guerre mondiale en Belgique. Au lendemain de l'ultimatum du 2 août 1914, des militaires ont fait sauter la structure pour que les Allemands n'utilisent pas la ligne pour envahir notre pays. La réalité d'aujourd'hui est heureusement tout autre et bien plus paisible. Tout en traversant l'histoire, vous prendrez une sacrée dose d'air frais, ferez le plein de nature et offrirez à vos pupilles de remarquables panoramas. À l'approche de Plombières, le rutilant macadam se mura en un lit de pierraille. Question peut-être de titiller votre esprit et de vous pousser à la réflexion. Car nul besoin de s'appesantir sur l'étymologie de la localité. Son nom, Plombières, le doit tout simplement au minerai qui a autrefois fait sa renommée. Tel un symbole, la maison du site minier apparaîtra bientôt. Anciennement appelée Maison Waters, elle date de 1644 et est la plus ancienne habitation de la commune de Plombières. Elle abrite un centre d'interprétation et se fait de la sorte l'approche idéale pour la découverte d'un site naturel d'exception. Didier Bonny, bonjour. Vous êtes membre de l'association Ardennes et Gaume. C'est l'association qui gère ici la réserve naturelle de l'ancien site minier de Plombières. C'est un site qui a toute une histoire. Oui, tout à fait. Donc le site minier de Plombières, comme indique son nom, est une ancienne mine de plomb. D'ailleurs, je tiens dans mes mains ici un exemplaire assez lourd, on peut le dire. Je vous le passe. Ah oui, quand on dit ça pèse du plomb, c'est voilà, vraiment ça. Exactement. Donc la mine de Plombières avait pour caractéristique d'avoir vraiment du minerai quasi à l'état pur. Ici, on voit un élément de sulfure de plomb qui est à, je dirais, 87% du plomb pur. Ce qui veut dire que c'est extrêmement intéressant de l'extraire ici parce qu'on n'a pas grande manipulation à faire pour pouvoir l'exporter par la suite. Et donc au 19e siècle, les frères Crocril ont investi ici pour développer la mine et dans le même temps ont également construit la ligne de chemin de fer, la ligne 38, qui permettrait entre autres d'acheminer le charbon vers ici pour alimenter les fours et d'autre part de réexporter alors le plomb dans des barrettes à l'état pur. C'est une exploitation qui s'est étendue sur des dizaines d'années. Voilà, on peut dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'activité était florissante. Après, avec l'arrivée de la guerre, l'outil a vieilli, l'outil a été démantelé et malheureusement, il ne fut plus rentable de réinvestir à la fin de la Première Guerre mondiale. Il reste quasi plus aucun vestige ici de cette extraction minière. Par contre, la nature a repris ses droits. Exactement, les bâtiments ont disparu au fil du temps, puisqu'on est sur un ancien site industriel. Mais par contre, on le voit à l'arrière-plan, la flore calaminaire a repris le dessus. Donc il faut savoir que c'est une flore tout à fait endémique, ce qui veut dire caractéristique au sol chargé en métaux lourds, et donc extrêmement rare. Raison pour laquelle Ardennes et Gaume et d'autres partenaires la protègent, que ce soit l'Europe dans le cadre de Natura 2000, que ce soit la région wallonne dans le cadre des réserves naturelles. Et donc nous avons la chance de pouvoir gérer ce site de 15 hectares en réserve naturelle. On peut s'y balader et il y a aussi des visites guidées qui sont organisées sur ces lieux. À partir de la maison du site minier, deux tronçons de 1,5 ou 3 km au choix avec une série de bornes didactiques qui vous permettent aussi sans guide de découvrir le site. Et nous proposons également des visites guidées pour les visiteurs à partir de la maison du site avec un guide nature aguerri. Et quand on connaît un petit peu les lieux, on ne peut inviter que nos téléspectateurs à venir vous voir. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à Plombières et j'espère pouvoir vous accueillir ici dans nos lieux. Didier, un tout grand merci. Et puis sans transition, on va passer à notre minute patrimoine de la semaine. Elle est cette fois consacrée au patrimoine fluvial avec un focus sur les écluses. Nous nous trouvons dans un endroit plein de charme, à hauteur d'une écluse désaffectée, comme il en existe en Wallonie à plusieurs endroits.
Ici, on voit très bien l'utilité d'une écluse, la différence de niveau entre la partie supérieure et la partie inférieure du canal, ou encore sur une rivière, on peut retrouver aussi ces différences de niveau. Alors, on va franchir cette différence de niveau par un ouvrage où les bateaux vont entrer dans un sas, les portes de ce sas vont se fermer. Par le principe des vases communicants et des vannes, on va envoyer l'eau vers le niveau inférieur et cela permettra au bateau d'avoir franchi une différence de niveau. Quel dénivelé peut par exemple être effacé? Par une écluse, en Wallonie, on peut en retrouver de grandes écluses, notamment à Ytre ou encore à l'Année. Ytre, c'est 14 mètres de dénivellation. Pour des écluses de plus grande hauteur, on va plutôt privilégier des ouvrages soucieux d'économiser l'eau ou beaucoup plus rapides en termes de franchissement. C'est le cas du plan incliné de Ronquière, l'ascenseur à bateau de Strévitieux. Bref, des ouvrages qui sont beaucoup plus faciles à utiliser dans le cas de grandes chutes. Moins consommateur d'eau aussi. Moins consommateur d'eau, puisqu'une écluse a malheureusement le désavantage, et sur un canal artificiel c'est excessivement important d'économiser l'eau, puisque l'eau vient souvent par pompage. Et lorsque l'on passe d'un niveau à un autre, eh bien, l'écluse va envoyer toute l'eau vers la partie aval, ça veut dire que la partie supérieure, elle sera bien vite asséchée. Après vous être attardé entre Pièce d'Eau et halles de Calaminaire, vous reprendrez la route. L'ancienne ligne 38 deviendra alors la ligne 39 et pour cause. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le pays des Trois Frontières comptait le réseau ferroviaire le plus dense du pays, avec une ou plusieurs gares dans chaque village et des lignes dans tous les sens. Alors que vos pneus crisseront sur le revêtement rocailleux, par-delà les futaies, le doux murmure de la tendre et fantasque gueule s'évanouira. Lovée dans son écrin de verdure, elle répandra ses méandres capricieux à travers les terres calcaires de cette contrée aux confins des frontières. Vallée de la Gueule, entendra-t-on chez nous, Gueuledal, susurra-t-on dans le Margeland batave, Gueuletal, devisera-t-on dans l'Aqueneur teuton. Toujours est-il que vous suivrez et croiserez le cours de la rivière, vous laisserez guider par les légendes qu'elle vous contera. Du côté de Moresnet, la douceur de la Gueule sera soudainement surplombée par une construction monumentale. Inévitablement, vous lèverez les yeux vers les cieux pour contempler le viaduc ferroviaire où défilent les Michelines et les wagons lourdement chargés. Ce gigantesque ouvrage d'art a été imaginé lors de la guerre 14-18 par l'occupant allemand qui a entrepris la construction d'une ligne de chemin de fer entre Aix-la-Chapelle et Tongres afin de permettre le transport de troupes et de matériel militaire vers le front des Flandres. Les chiffres qui l'entourent sont à la taille de sa démesure. Il affiche une longueur de 1107 mètres, une hauteur maximale de 58 mètres et plus de 12 000 hommes de diverses nationalités y ont travaillé durant 26 mois, 24 heures sur 24. Le bruit sourd des charrois ferroviaires perturbera à peine le gazouillis des oiseaux et votre jolie fugue sur la ligne 39. Lorsque vous atteindrez la Calamine, à nouveau, l'histoire de la localité sera associée à l'exploitation minière. Durant des siècles, la mine dite d'Altenberg a fourni de la calamine, matière première indispensable pour la métallurgie. L'ancien bâtiment de direction de la vieille montagne témoigne aujourd'hui encore du prestige de cette société. En ce monument historique, vous découvrirez ainsi le riche passé de la région et du territoire particulier de Moresnet-Neutre. Un territoire conçu sur une planche à dessin, devenu l'espace d'un temps la capitale de l'espéranto, cette langue sans frontières.